Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Budapest pour la deuxième édition européenne de la CIPAC, un rendez-vous incontournable des conservateurs américains. Je crois que ce sont des cercles que vous connaissez bien, que vous fréquentez depuis plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors, en effet, nous sommes dans la version hongroise du CIPAC, on va dire, américain. Et c'est vrai que les Hongrois se sont fait fort depuis un certain nombre d'années d'être le fer de lance, finalement, du dialogue entre les différents conservateurs européens. Il y a assez peu d'initiatives de cet ordre en Europe. Donc, dès le départ, et chaque fois qu'ils m'ont invité, j'ai tenté d'honorer cette invitation parce que je crois que ce dialogue est très important. En particulier en ce moment, en vue de préparer les coalitions de demain, que ce soit au niveau des gouvernements, bien sûr, mais aussi et surtout peut-être vu notre agenda au niveau des prochaines élections européennes, parce qu'il y a en 2024 une occasion assez inédite de briser, on va dire, les équilibres actuels et peut-être de reconstruire des coalitions de droite avec une nouvelle majorité et puis la possibilité de remplacer Madame von der Leyen par une autre présidence de commission qui serait plus proche, on va dire, de ce qui nous unit ici dans ce CIPAC de conservateurs, à savoir la défense bien sûr de notre civilisation européenne, de son indépendance, de sa prospérité et de son intégrité. Alors, restons un peu sur la Hongrie et sur Viktor Orban. Qu'est-ce que signifie pour vous la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban? C'est un modèle, une source d'inspiration, un ami politique, un allié politique? Quels sont vos rapports avec les dirigeants hongrois? Alors, ce qui est sûr et ce qui est intéressant dans le parcours de Viktor Orban, c'est qu'indéniablement, cet homme a une vision pour son pays. C'est un homme qui a remis la politique au cœur du jeu, qui ne se satisfait pas ni de la main invisible de l'économie, ni du sens de l'histoire marxiste, ni du gouvernement des juges, et qui donc, à ce titre, a voulu redonner finalement les rênes à son peuple, qui manifestement lui en est gré. C'est une vraie leçon démocratique pour la plupart des pays de l'Ouest, et je pense notamment à la France, qui vit une vraie crise de légitimité démocratique pour Emmanuel Macron, puisque Viktor Orban a été brillamment reconduit aux affaires lors des dernières élections. Donc de ce point de vue-là, indéniablement, c'est inspirant. C'est un pays d'autant plus inspirant qu'il est considéré comme une petite nation, je mets des guillemets, sur le plan démographique en tout cas, au sein de l'Union européenne. Et pour autant, il arrive à faire entendre la voix de ses intérêts parce qu'il a eu, et c'est en ce sens que ça peut être un exemple intéressant, l'intelligence pendant des années de construire, on va dire, un sous-ensemble d'intérêts européens qu'on a appelé le groupe de Visegrad, dans lequel il a construit des alliances de circonstances avec un certain nombre de pays, notamment la Pologne, avec qui il avait des intérêts, il a des intérêts en commun. Sur le plan évidemment de la défense des valeurs chrétiennes, de la lutte contre l'immigration et des abus, on va dire, de cette commission vis-à-vis des traités et vis-à-vis de leur souveraineté. Et cela a fonctionné, a permis de faire entendre que la voix de ces pays soit entendue. De ce point de vue, indéniablement, c'est un allié, c'est un allié aussi, en tout cas c'est un modèle intéressant, et c'est un allié aussi sur un certain nombre de combats. Vous avez certainement vu que l'un des thèmes majeurs aujourd'hui de ce CIPAC, c'est la lutte contre le wokisme. Et de ce point de vue, et avec tout ce que ça induit, évidemment, notamment la théorie du genre, la tyrannie, on peut dire, des revendications minoritaires, à la fois sexuelles, religieuses, entre autres choses, racisées, comme on dit maintenant. Et donc, il est à la pointe de ce combat, qui est encore, on va dire, relativement marginal au niveau hongrois, mais il le fait de manière préventive. Et ça, je crois que c'est très intelligent de sa part. Et ça fait partie, évidemment, des choses sur lesquelles c'est un allié indéniable. Alors, un modèle pour certains, sans doute pour vous, mais un mouton noir pour d'autres. La Hongrie est très critiquée parce qu'elle ne respecterait pas les valeurs démocratiques de l'Union européenne, les critères liés à l'état de droit. Il n'y aurait pas d'indépendance de la justice. Et beaucoup de Hongrois s'interrogent sur cette question et se demandent quelle est la réelle situation sur ces questions en France. Est-ce que vous pensez que la France est un état de droit ? Est-ce que vous pensez que l'indépendance de la justice est quelque chose de véritablement respecté en France? Et est-ce surtout que vous pensez que les pays d'Europe de l'Ouest ont la possibilité de donner des leçons à la Hongrie? Quelle est la situation en France sur ces questions? Alors ce qui est certain, c'est que moi je souffre assez peu que des gouvernements mal élus, en effet, se permettent de donner des leçons de démocratie à des gouvernements qui, eux,
sont particulièrement légitimes au regard des résultats qu'ils ont obtenus. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de vanité des gouvernements de l'Ouest qui est assez insupportable. Alors évidemment, tous les pays ne sont pas idylliques. Ça ne veut pas dire que même si on a des alliés ou des choses en commun, il n'y a pas des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais indépendamment de cela, ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans la démarche, c'est le fait d'utiliser cette notion extrêmement vague, extrêmement floue d'état de droit pour imposer en réalité une vision idéologique. Ça veut dire que ce que la Commission, Mme von der Leyen, appelle le respect de l'état de droit, c'est en réalité le respect de l'agenda progressiste auquel elle adhère. Voilà. Et c'est en cela que c'est extrêmement dangereux, parce qu'évidemment, l'état de droit, c'est donc une situation légale à l'instant T, et par essence, la politique permet de faire évoluer le droit. Et donc, on voit bien que c'est une arme finalement particulièrement, j'ai envie de dire, perverse, pour pouvoir en fait imposer des points de vue. Je pense que c'est une notion complètement politique, l'état de droit. Ça n'a pas de base. C'est devenu une notion complètement politique, indéniablement, quand on voit d'ailleurs les sujets sur lesquels ils utilisent cet argument. C'est un peu comme les valeurs de la République en France, si vous voulez. On utilise les valeurs de la République comme une espèce d'étendard qui en fait est un moyen de sanctionner moralement l'adversaire et de tracer les contours du respectable et de l'irrespectable. L'état de droit, c'est devenu maintenant un peu cela. C'est aussi une manière, disons-le, de défendre la dérive de nos institutions européennes en général, qui est celle du gouvernement des juges, disons-le, qui maintenant, que ce soit au niveau national, au niveau européen, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, se permettent, par des jurisprudences extrêmement extensives, de contraindre le politique de manière illégitime et de définir quelle doit être la politique migratoire, par exemple, des différents pays. Et on considère que cette jurisprudence est un état de droit intangible et qu'il portait atteinte, c'est porter atteinte finalement aux grandes valeurs, soi-disant, de l'Europe. Moi, je n'adhère pas à cette vision-là. Et de ce point de vue, je comprends le combat qui est celui de Viktor Orban et d'autres nations, d'ailleurs, de ne pas laisser ainsi se dicter sa politique par ces arguments de mauvaise foi. Alors, vous êtes aussi également très impliquée en tant que fondatrice de l'ICEP à Lyon sur les questions liées à l'éducation. Vous avez des positions très très claires sur la condamnation de l'avancée wokiste. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Hongrie est un des fers de lance sur cette question finalement en Europe. Et qu'est-ce que le wokisme pour vous exactement ? C'est quelque chose qu'on peut arrêter avec des politiques publiques ou c'est vraiment une lame de fond anthropologique contre laquelle finalement on ne peut pas grand-chose ? Le wokisme, déjà, la définition n'est pas simple, parce qu'en fait on parle de l'éveil des minorités, donc les fameuses minorités dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit des minorités, on va dire, ethniques, religieuses ou sexuelles, avec quand même une idéologie qui se dégage, qui est celle de tous ces concepts, non pas scientifiques, mais en fait peut-être sociologiques, qui consisterait à dire qu'il y a un racisme systémique en Europe, qu'il y a une fragilité blanche, que les populations blanches sont par essence dominantes face aux populations opprimées, que seraient donc ces minorités. C'est évidemment tous les combats du lobby LGBT avec le délire de la théorie du genre, de la transidentité. Voilà. Donc c'est une espèce de magma qui fait bloc dans cette idée néo-marxiste, disons-le, de la convergence des luttes, dont le nouveau nom dorénavant est l'intersectionnalité, et qui finalement fait corps face à un ennemi commun qu'ils ont identifié comme étant, allez, pour caricaturer, le mâle blanc hétérosexuel catholique, qui selon eux finalement représente la figure honnie de cette culture européenne. Donc ce qui est certain, c'est que nous sommes les victimes d'une influence culturelle venue en partie des campus américains, portée par les minorités notamment afro-américaines, fort d'un héritage qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, à la fois de la ségrégation raciale et de l'esclavage, et que de ce point de vue, nous sommes assez désarmés parce qu'il est évident qu'on ne contrôle pas les cœurs et les pensées. En revanche, on peut mener une contre-offensive culturelle et éducative. C'est-à-dire que plutôt que de contraindre, moi je crois à la force de la vérité, je crois à la force de l'objectivité, je crois à la force de l'intelligence et du bon sens. Donc je pense que si on crée, que ce soit en ayant le pouvoir ou que ce soit d'ailleurs à nos niveaux individuels comme on le fait avec l'ICEP dans la société civile, des îlots de résistance dans lesquels l'excellence, l'objectivité, la vérité perdurent, la nuance, et bien à partir de là, on donne les moyens à la population
de se réarmer moralement, psychologiquement, intellectuellement et donc politiquement face à ces idéologies. Et que je crois que ces idéologies prennent d'autant plus qu'elles prospèrent finalement sur la trajectoire j'ai envie de dire, d'amnésie historique générale des étudiants et de la population, d'inculture généralisée aujourd'hui qui est les résultats d'éducation nationale, parce que quand on ne connaît pas son histoire, évidemment on est perméable à toutes les idéologies et on est perméable à toutes les manipulations. Donc moi je crois davantage à cette méthode-là, et je constate d'ailleurs que le gouvernement hongrois, à travers cette grande école qu'est le MCC, a eu cette même démarche, et ça a beaucoup de succès, ça rencontre un public, les étudiants sont très nombreux, comme quoi les étudiants eux-mêmes aspirent à échapper finalement à cette espèce de spirale de l'endoctrinement et même de la violence de la propagande de ces idéologies, lorsqu'ils en ont les moyens. Encore faut-il justement leur proposer et leur offrir une alternative. Alors, si je comprends bien, de votre point de vue, la Hongrie est un îlot de résistance. Est-ce qu'il y a ailleurs en Europe des forces politiques auprès desquelles vous emportez l'adhésion, et est-ce que tout ça s'articulera l'année prochaine dans le cadre des élections européennes? C'est sûr, le gouvernement hongrois est un gouvernement conservateur. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il y a d'autres pays, bien évidemment, qui peuvent être des alliés sur un certain nombre de combats. Je pense bien évidemment à l'Italie, je pense bien évidemment à la Pologne, mais il y a aussi un certain nombre de pays, on l'a vu en Suède, on l'a vu en Finlande, qui ont construit des coalitions de droite nouvelles et assez inédites qui vont être amenées à gouverner, dont on va voir les effets d'ici le moyen terme, qu'il faudra regarder de près pour voir de quelle manière on peut être amené à travailler avec eux. On voit également que le parti politique Vox en Espagne est en train de prospérer, ils ont des alliances au niveau local, ils en auront peut-être au niveau national demain. Donc il y a une tendance qui est en train de se lancer en Europe, qui me fait dire en effet que nous avons l'opportunité peut-être de rebattre les cartes comme nous ne l'avons jamais fait par le passé. Et j'espère que dans cette grande recomposition politique au niveau européen, nous arriverons avec Reconquête, non seulement à rentrer au Parlement européen, mais à peser suffisamment justement pour être partie prenante de cette recomposition et pouvoir mener de front tous les combats dont je vous ai parlé avec tous ces alliés dont je vous ai parlé. Bien, donc rendez-vous l'année prochaine, si je comprends bien. Rendez-vous en 2024. En tout cas, merci beaucoup, Marion Monchertal, d'avoir accepté cet entretien pour Thème et Liberté, et bonne fin de séjour en Hongrie. Et à bientôt. Merci. Au revoir.